Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. À Louga, tension entre les agents de la municipalité et les chauffeurs de taxi de Jakarta qui réclament des éclaircissements sur l'utilisation des taxes vu l'état chaotique des routes. Période des moissons dans le Foulade, les agriculteurs s'expriment sur leurs conditions de travail et plaident pour une commercialisation de l'arachide à bon prix. À Sédhiou, Lamine Korta, jeune entrepreneur, crée son propre station de lavage de voitures, offrant aujourd'hui à la jeunesse locale une alternative à l'immigration irrégulière. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui s'intéressera à la recrudescence des cas d'agression à Grand Yoff, une situation qui préoccupe les habitants de la commune qui ont d'ailleurs pensé à certains mécanismes pour garantir leur propre sécurité. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est tout de suite. Et nous débutons à Louga. Le fossé se creuse entre la municipalité et les chauffeurs de taxi de Jakarta. Ces derniers dénoncent l'état déplorable des routes et également réclament des explications sur l'utilisation des taxes prélevées à leur encontre par les agents municipaux. Ils ont tout bonnement décidé de ne plus s'acquitter de ces taxes. Reportage Mamadou Ndiaye-Ba. Malgré les nombreuses altercations survenues ces dernières semaines entre les agents de la mairie de Louga et les chauffeurs, ces dernières montent au créneau et s'interrogent sur l'utilisation des sommes qui leur ont été prélevées alors que l'état dégradé de certaines routes du centre-ville demeure préoccupant. Chaque jour, matin, midi, soir, la mairie nous poursuit. Elle nous poursuit pour nous soutirer de l'argent. Toutes les routes à Louga ne sont pas de bonne qualité. Regarde, il y a partout des trous. Il faut que la mairie arrête de nous poursuivre et se concentre sur la réfection des routes. Le même constat est partagé par ce chauffeur de Jakarta qui déplore l'absence d'amélioration. C'est vraiment fatigant avec la mairie. Partout ils nous poursuivent. Et pourtant nous on paye. Mais regarde-moi ces routes. On paye et on n'arrive pas à avoir une satisfaction de la qualité des routes. Nous sommes obligés même parfois de contourner et de faire des courses-poursuites avec eux pour qu'on puisse s'en sortir. Il faut nous aider pour réfectionner ces routes-là. C'est trop difficile. Les chauffeurs ne demandent qu'une seule chose, la réfection des routes abîmées afin de faciliter leurs activités quotidiennes. Nous connaissons nos droits, mais il faut que d'abord les routes soient réfectionnées parce que nous tous, nous sommes des jeunes et on vit au quotidien. Alors donc, vraiment, il est nécessaire que la mairie aide sa jeunesse, surtout à Louga. Nos tentatives pour joindre les autorités municipales sont restées vaines. En attendant, le constat est clair, les infrastructures se détériorent et les chauffeurs contraints de contourner les agents municipaux poursuivent leurs activités dans un climat de tension. Le préfet du département du Diourbel a effectué des visites dans quelques boulangeries de la commune. L'objectif principal était de veiller au respect strict des normes d'hygiène et de sécurité. Il a exhorté d'ailleurs les boulangers à veiller à la propreté. Je vous propose de suivre Abdou Hadre Diop, préfet du département, au micro de Ndeya Sinbeng. Nous avons effectué une visite d'inspection des différentes boulangeries du département de Diourbel pour, entre autres, vérifier le respect des règles d'hygiène, de sécurité, de salubrité, entre autres. Et comme vous pouvez le constater, dans beaucoup de boulangeries, nous avons constaté que ces règles ne sont pas respectées. Pour certaines, les gens essaient de s'y conformer. Mais pour d'autres, il faudra faire des efforts. Parce que ce qu'ils produisent est destiné à la consommation. Et pour la santé publique, pour la santé des consommateurs, il faut que ces règles et ces conditions d'hygiène soient respectées. Et c'était l'objet de la visite d'aujourd'hui effectuée par la commission auxiliaire de protection civile. Pouvez-vous revenir sur quelques manquements notés au niveau de certaines boulangeries? Oui, c'est ce que j'ai dit, ce sont les règles d'hygiène, d'hygiène, de salubrité, de sécurité, et ça englobe tout. Avez-vous prévu des sanctions? Pour le moment, nous sommes dans la sensibilisation, la communication, entre autres, et nous leur laissons le temps de s'y conformer.
Yassine Bay, parlons de l'agriculture à présent. En cette période de moisson au Fouladou, les agriculteurs sont toujours au champ, engagés dans la récolte de l'arachide en utilisant des méthodes encore semi-traditionnelles. Toutefois, les producteurs se sont exprimés sur le prix de l'arachide et attendent effectivement l'État une tarification plus favorable aux agriculteurs. Abdou Diawo. Au Fouladou, les producteurs sont fortement occupés par les moissons. Si pour le mil Souna, le maïs est pratiquement bouclé, l'arachide c'est encore une course contre la montre. Déterrer les graines sur un sol de plus en plus aride avec des méthodes semi-traditionnelles, comme l'explique ici ce producteur de Sinchamboki. Les moyens de mécanismes qui se posent au niveau de notre zone, parce qu'il y a des gens qui ont commencé très tôt le déterrage d'arachide. Il y a des gens qui, les arachides ont eu la pluie. Nous, comme par exemple moi ici dans mon sang, et depuis que j'ai commencé la récolte, il n'y a pas de pluie. Donc j'ai tellement rencontré des difficultés. C'est un peu compliqué avec 2 hectares, 3 hectares pour décortiquer ça et déterrer ça avec des moyens des bœufs, des jeunes et des chevaux. C'est ça qu'on utilise ici. Autre préoccupation des producteurs, le prix de cession de l'arachide avec l'exclusion des Chinois annoncé du circuit arachidier. À l'instant, on n'a pas entendu un kilo d'arachide coûte tel franc de CFA. Concrètement, nous, ce qu'on attend au gouvernement, le gouvernement vient directement aux agriculteurs, il accepte nos grains d'arachide dans les mains des agriculteurs. Reste maintenant que le travail se poursuit sur le terrain en attendant la fixation du prix aux producteurs. L'ONG britannique Option a réuni tous les acteurs de la protection de l'enfance dans la région de Kédougou et de Tambacounda pour évaluer l'impact des financements sur la lutte contre l'abandon de l'excision. La vision d'Option est celle du monde où les filles et les femmes peuvent exercer leurs droits et leur pouvoir, être libérées également de la violence, y compris des mutilations génitales féminines. Je vous propose de suivre Cory Sen, coordinateur sous-régional de l'ONG, au micro de Keba Kebe. JJALM, la génération des filles, mouvement dirigé par l'Afrique pour l'abandon des mutilations génitales féminines et l'excision. Programme qui est financé par la coopération britannique. Notre programme ALM a juste l'ambition de contribuer à cette élimination à travers ces stratégies nationales. C'est pourquoi nous avons été heureux d'avoir parmi les participants l'ensemble des représentants des comités de protection de l'enfance des régions de Kédougou et de Tambacounda. Et cela nous a permis d'échanger avec les bénéficiaires des subventions sur les activités qu'ils ont eu à mener. La nécessité de rendre beaucoup plus opérationnelles les activités au profit des communautés. Les ressources qui sont mises à leur disposition sont des ressources par la communauté, mais aussi pour la communauté. Que des activités concrètes soient menées à la base et que ces rapportages ou bien les résultats qui sont enregistrés soient partagés avec les autorités locales pour une capitalisation. La deuxième forte recommandation, c'est qu'on travaille sur la base de la recherche de l'évidence dans ce que nous faisons. Nous sommes sur le changement d'attitude. Il faudrait qu'on parte sur des modèles de développement qui permettent aujourd'hui d'amplifier les actions à la base. La troisième recommandation, c'est le respect fondamental des valeurs et des cultures locales. Nous ne sommes pas dans le paradigme de venir critiquer. Nous sommes dans un pas de changement d'attitude où nous pensons que les organisations doivent partir de la valorisation d'abord de ce qui existe à la base. La quatrième et importante recommandation, c'est de tenir compte de ce que nous appelons en anglais safeguarding, la sauvegarde et la protection. Nous travaillons avec des couches vulnérables. Il est important qu'on respecte les principes de sauvegarde et de protection en cohérence avec la politique nationale de protection des données et de sauvegarde. Bref, continuer le suivi régulier de ce qu'ils sont en train de faire au bénéfice de nos communautés. Comme annoncé au titre, Lamine Korta, un jeune entrepreneur, a transformé une idée simple en moteur de développement local, créant ainsi des emplois. Depuis 2018, il a lancé une station de lavage de véhicules, prouvant qu'il est possible de réussir en misant sur ses compétences et en restant dans sa communauté. Son entreprise offre aux jeunes aujourd'hui locaux une alternative à l'immigration irrégulière. Ousmane, je vous propose plutôt de suivre ce reportage de Omar Sissé. Au cœur de la capitale du Pakao, dans le quartier Santosou, le jeune entrepreneur Lamine Korta a su transformer une idée simple en un véritable projet de développement local. Depuis 2018, il gère une station de lavage de véhicules.
Lorsque j'étais à Dakar, je fréquentais une station de lavage de voitures. C'est là-bas que l'idée m'est venue. J'en ai parlé au propriétaire du site. Il m'a dit que ce métier n'était pas facile. Je lui ai simplement répondu que rien n'était facile dans la vie. C'est ainsi que je suis retourné à Sédhiou pour mettre en place cette entreprise. J'ai débuté avec des machines qui n'étaient pas du tout performantes. Mais malgré tout, je ne me suis pas découragé. Aujourd'hui, nous sommes 6 ici, mes 5 employés et moi. Tous les jours, de 8h à 22h, lui et ses 5 employés s'activent pour offrir des services de lavage de qualité à leurs clients. Depuis qu'on vient ici, on part avec le cœur vraiment satisfait. Et puis c'est des gosses qui sont vraiment super, ils aiment bien vraiment le travail. À travers cette entreprise, le jeune Lamine, devenu un modèle de réussite pour les jeunes de la localité, prouve qu'il est possible de réussir en restant chez soi et en misant sur ses compétences. Merci, par la grâce de Dieu, tu parviens à mettre en place une petite entreprise à travers laquelle tu gagnes dignement ta vie. C'est un bon départ. Aujourd'hui, moi, je n'imagine même pas fermer ici pour aller en Europe. Conscient de l'impact positif de son activité, il sollicite l'aide des autorités pour développer son entreprise et créer davantage d'emplois. Quelqu'un qui s'est débrouillé avec les moyens du bord pour donner de l'emploi à 5 personnes, s'il bénéficie de l'accompagnement de l'État, pourrait employer 15 à 20 personnes. À travers son initiative, il incarne un modèle de persévérance et d'ambition, prouvant qu'il existe des alternatives à l'immigration irrégulière. Les députés élus de la 15e législature dans le département de Bignona reçoivent le lendemain de la victoire de la liste de PASTEF des recommandations de la part de la population pour interpeller le gouvernement sur les difficultés auxquelles les habitants sont confrontés, les doléances concernant les infrastructures routières et sanitaires, mais aussi éducatives. Micro-trottoir de Zakaria Djedjou. Des nouvelles représentants du département de Bignona à l'Assemblée nationale, les populations dévoilent leurs attentes aux 2 députés nouvellement élus le 17 novembre dernier. La question même de l'amnistie est posée sur la table de ces députés. Les événements de 2021 et de 2023 ont fait que Bignona est le département qui a payé le plus lourd tribut. Beaucoup de ses fils ont trouvé la mort et le département de Bignona n'oubliera pas ça. Et on s'est rendu compte qu'il s'est passé des choses que les populations n'ont pas acceptées. Cette histoire d'amnistie qui a voulu justement faire passer les choses par perte et profit, à mon avis, n'arrange pas les populations. Une fois élu à l'Assemblée nationale, il va falloir que cette hache soit déterrée et que la vérité éclate au grand bonheur des populations. D'autres soulèvent les questions cruciales concernant des infrastructures pour la jeunesse, mais l'emploi des jeunes aussi. À ces députés-là que nous avons élus, on attend d'abord, nous avons en face de nous aujourd'hui, les 80%, c'est la jeunesse. Et qui parle de jeunesse parle d'infrastructure. Vous avez les stades, vous avez les routes, et ensuite maintenant l'emploi des jeunes. Je tends la main à ces députés-là. Cet autre interlocuteur, il pense que les députés du département doivent inciter le gouvernement à trouver une solution au canal à ciel ouvert de Tangori. Les problèmes sur lesquels les députés peuvent défendre le département de Bignona sont nombreux. Par exemple, ici à Tangori, le canal à ciel ouvert a fait tomber des maisons. Sur ça, les députés peuvent dire au gouvernement de nous aider. Ainsi, les attentes des populations de Bignona sont grandissimes par rapport au travail des députés de la 15e législature. Mesdames et messieurs, c'est ce dossier de Zakaria, c'est ce reportage plutôt de Zakaria Djedjou qui boucle la première partie, à présent la deuxième partie. Parlons justement de l'insécurité qui est devenue de plus en plus inquiétante à Grand Yoff. Dans cette commune, les cas d'agression sont presque notés tous les jours. Face à cette situation, des initiatives communautaires ont vu le jour pour mettre également en place des mécanismes afin de mettre fin à l'insécurité. Ce dossier est signé Djenabou Marceau.
Grand Yoff, une commune située au cœur de la capitale sénégalaise, n'a pas bon dos. Sa réputation de zone rouge pour l'insécurité fait peur à bien des habitants et visiteurs. Considérée comme un repère des malfaiteurs, elle souffre d'une insécurité chronique qui perturbe la quiétude de sa population. Tu n'oses même pas sortir avec ton téléphone à la main. Si tu le fais, on t'agresse. Quand tu sors très tôt le matin, on peut t'agresser aussi. Moi, dernièrement, j'ai abandonné mon boulot à cause de ça, parce que je n'osais pas sortir de chez moi à 6 heures du matin. Même ici, je plie mes bagages juste après le crépuscule. Ici, dès que tu sors de chez toi, tu as un mauvais pressentiment. Moi, je marche en surveillant mes arrières. Avant-hier, on m'a pris mon téléphone. C'est une grande personne qui l'a fait. Un habitant du quartier Arafat, y vivant depuis plus de 40 ans, décrit une situation qui, selon lui, ne cesse de se dégrader. Il pointe du doigt la nouvelle génération, accusée de contribuer largement à cette insécurité. Un jour, j'ai échappé à une agression. Heureusement que le gars m'a reconnu et a décidé de me laisser partir. Avant, il y avait des cas de vol et autres. Mais actuellement, c'est devenu pire. Les jeunes sont des peureux. Ils sont toujours armés de couteaux et de coupe-coupe. C'est la nouvelle génération. Moi, je suis là depuis 1977. Mais cette violence n'existait pas. Pour d'autres, les causes de cette insécurité grandissante sont multiples et complexes. Elles incluent des facteurs sociaux, économiques et parfois même institutionnels. Les jeunes aiment la facilité. Ils consomment le vin, le chanvre indien et la drogue. Et ils ne travaillent pas. C'est pourquoi il est facile pour eux de devenir des bandits. Les jeunes ne travaillent pas. S'ils avaient du boulot, ils n'auraient pas le temps d'agresser. Il y a aussi un problème d'éclairage public. Ici, les lampes sont insuffisantes. Les coins sont sombres. Les avis divergent quant à la responsabilité. Certains estiment que seules les autorités peuvent régler ce problème de manière définitive. D'autres, en revanche, plaident pour une implication plus active des populations dans la lutte contre ce fléau. En tant que fils de Grand Yoff, nous devons nous mobiliser pour lutter contre ça au lieu de compter sur l'État. Dans ce quartier, il y a de bonnes personnes. C'est à elles de sensibiliser les malfaiteurs et lutter contre ce fléau. L'autre responsabilité est celle de la police de Grand Yoff parce qu'elle sait tout ce qui se passe ici. Face à cette situation alarmante, des initiatives locales ont vu le jour, comme le mouvement Grand Yoff Zéro Violence. Composé de jeunes engagés, ce mouvement mène des opérations de sécurisation dans les quartiers pour neutraliser les malfaiteurs. Le mouvement n'a que 3 ans. Elle a porté ses fruits. Par exemple, ici, personne n'osait passer par là à certaines heures. Mais là, on a mis des dispositions pour sécuriser les voies. Les gens vaquent tranquillement à leurs occupations. Ce qui aggravait la situation, c'était les combats de lutte. Les agresseurs en profitent. Nous nous sommes divisés en groupes et pointons au niveau des rues pour neutraliser les malfaiteurs et les corriger avant de les livrer à la police, et ça a diminué les agressions. Avec ses 66 quartiers, Grand Yoff est la deuxième commune la plus peuplée de Dakar, après les Parcelles Assainies, avec plus de 200 000 habitants. Grand Yoff reste confronté à des défis majeurs, mais des efforts conjoints entre autorités locales, populations et initiatives communautaires pourraient changer la donne et faire renaître l'espoir d'un avenir plus sûr pour cette commune stratégique de Dakar. Merci Diana Boumarsour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention.